Bonjour à Dori et à Partiaga, c'est au Burkina Faso, ainsi qu'à Lamba René au Gabon et à Sokodé au Togo. Ravi de vous retrouver dans ce prétoire où les faits sont sacrés et les commentaires libres. Nous nous rendons à Dori justement pour évoquer les récentes exactions survenues dans cette ville. Une situation qui met davantage à mal le vivre ensemble au moment où, et ce sera le deuxième sujet de cette audience, au moment où justement le président de la transition a promulgué le 7 avril dernier la loi portant institution des comités de veille et de développement dans les villages du Burkina. Des sujets qui passeront aujourd'hui sous le radioscope des juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara qui siègent tous les deux ce mardi. Bonjour Bernard Bougman. Bonjour Président Tomangui, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougman, bonjour Président Tomangui, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tré TV, la télé interactive et en simultané sur Watt FM, votre radio 100% urbaine ainsi que sur nos plateformes numériques. Acte 1 de cette audience, les avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est l'instant privilégié avant propos des juges et on commence par vous, Bernard Bougman. Merci Président. Alors, hier c'était lundi. Je n'ai pas pu sacrifier à mon rituel, donc je vais déporter ça aujourd'hui mardi. Et c'est une citation de Albert Einstein qui dit « Tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui. Donc, l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. » Fin de citation. Effectivement, l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances et l'ignorance, vous savez que c'est une maladie qui est très grave. Si la connaissance a un coût, le coût de l'ignorance est encore plus élevé parce que ça ne permet pas à l'homme de se lever. Et comme l'a dit également Socrate, celui qui ne sait pas, c'est un danger. Parce qu'il ne sait même pas qu'il ne sait pas. Et il va prendre de la posture, il va prendre une position pour défendre l'indéfendable, mais en étant de bonne foi. Puisque d'ailleurs, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et Norbert Zongo également disait qu'on peut brûler un pays en étant de bonne foi. Parce qu'on peut être ignorant sans le savoir et on est sûr qu'on tient la route et on est sûr que. Donc, ce qu'il y a, c'est que chacun travaille à élever son niveau de conscience dans les dimensions de sa vie pour savoir que, effectivement, comme le disent les Ivoiriens, derrière village, il y a village. Plus on avance, plus on change d'angle de regard, et mieux on embrasse beaucoup de nouvelles connaissances pour pouvoir avancer. Donc vivement que nous prenions conscience que ce n'est pas forcément ce que nous avons comme connaissance et le monde ne se résume pas toujours à nous. Pour certains, ce n'est pas évident, mais c'est très important de le soulever. Donc très agréable semaine aux uns aux autres. Encore une fois, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde entier. Et bonne journée à tout le monde. Oui, la fête de Pâques est achevée. C'est une semaine écourtée. C'est notre première audience de la semaine. Ça se passe un mardi. Et nous écoutons à présent le juge Geoffroy Vara pour son avant-propos. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner la question de la hausse des prix de certains médicaments en pharmacie. On voit qu'il est en train de se dessiner comme un genre de bras de fer, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des petites discussions qui devraient être menées, qui peut-être permettront de calmer un peu les choses, puisqu'on a vu le communiqué des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens, qui enjoignaient les autres à ne pas vendre les médicaments essentiels génériques venus de la CAMEG, parce qu'ils sentaient qu'il y avait un durcissement de ton de l'autorité suite aux augmentations qu'ils avaient décidées, avec des descentes dans ce qu'ils ont comme fournisseurs privés. Et ils disent aussi qu'il était entrevu, je pense, un contrôle avec médias et tout dans certaines officines. Et en tout cas, ce n'est vraiment pas de leur goût.
Il y a le ministre aussi qui a fait sa sortie, qui a dit clairement que c'est une augmentation décidée de façon unilatérale, ce qui n'est d'ailleurs pas normal, et que bon, ils sont un peu surpris que le contexte dans lequel nous soyons là, il y ait de telles décisions qui soient prises. Donc on sent une obligation de se parler. Mais pour revenir aux pharmaciens eux-mêmes, je pense que c'est pas maintenant que la hausse là dérange. Moi je me rappelle il y a un mois ou un peu plus, on avait appelé aussi ces syndicats-là à se prononcer, puisqu'on avait eu l'ordre des pharmaciens. On avait eu la Ligue des consommateurs qui mettait le doigt sur la plaie pour dire qu'il y a des augmentations et que ça ne peut pas être accepté. Il n'y a pas eu de communication là-dessus. Et ça se constate comme ça lorsqu'on va à des pharmacies et ce n'est vraiment pas normal. Et dans certains ordres, ce n'est pas acceptable. Nous, on a tenté d'avoir les pharmaciens, on a appelé, mais ils sont restés dans un mutisme. Ils n'ont pas voulu réagir. Ils ont dit qu'ils allaient réagir après. Mais vous ne pouvez pas prendre de pareilles décisions et puis vous ne communiquez pas, même si vous avez des éléments qui justifient ça, parce qu'ils disent aussi que la CAMEG elle-même a dû augmenter aussi ses taux. Donc s'il y a des éléments qui expliquent, quand vous ne communiquez pas, je pense qu'il y a un problème. Si vous vous tirez dans un mutisme, c'est ce que c'est en train de donner aujourd'hui, c'est qu'il y a une autorité qui constate que vous êtes allé au forceps et puis elle aussi elle essaie de réguler les choses comme elle peut. Et puis on parle de médicaments, c'est pas des ventes de chaussettes. Si vous voulez vous emporter, si vous voulez vous n'emportez pas. C'est des médicaments. Et puis quand on parle des médicaments essentiels génériques, c'est des alternatives à d'autres médicaments qui sont beaucoup plus chers. Donc voilà. Donc on touche ici les ménages les plus faibles. Et là, on parle de besoins de santé. Ce n'est pas des choses qui sont discutables. Donc moi je pense qu'ils ont péché en ne communiquant pas. Parce que je le dis encore, ils se sont tirés dans un genre de mutisme depuis. Et ça, voilà que ça leur retombe à la figure. Alors, mais on espère, on nous a annoncé une rencontre aujourd'hui mardi avec le ministère. J'espère qu'en prenant langue, peut-être que les uns et les autres se comprendront et que et nous aussi le consommateur final qui est en train de regarder, trouvera aussi son compte là-dedans dans ses intérêts qui sont défendus. Vivement que les échanges puissent prospérer et que les pharmaciens puissent passer nous voir pour expliquer leur position et peut-être les circonstances qui les ont amenés à cette prise de position. Cela clarifierait le débat et amènerait chacun à comprendre ce qui se passe et on trouvera ensemble des solutions pour le bien des populations. C'est la première audience de cette semaine. Elle est consacrée au vivre ensemble au Burkina, avec tout d'abord cette expédition punitive de certains soldats d'Ori, une sortie qui a suscité plusieurs réactions, n'est-ce pas, juge Bernard Bougman? Qu'est-ce qu'on sait de ces heures déplorables à l'heure actuelle? Bon, on ne sait pas plus que ce qui a été dit. D'abord, d'Ori a mis lieu. D'ici, ce qu'on a comme info, c'est d'appeler des sources sur place pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais les faits corroborent les mêmes choses. Donc, c'est ce qui a été donné comme explication de ce cambriolage à domicile qui s'est soldé par un mort. Et puis, la suite, on la connaît. L'engin a été emporté, et donc ça a enchaîné les expéditions punitives. Donc, on est perpétuellement dans ça. Il n'y a même pas longtemps. Je ne pense pas que ça dépasse 3 mois au Ouagadougou ici. On a vu des cas comme ça à Nagrin. Et c'est récurrent. Avant, il y a eu Dapoya. Donc, si on prend 2022-2023, il y a eu plusieurs expéditions punitives. Donc, par exemple, on a eu Dapoya, je pense que d'ailleurs, là, c'était à 2 reprises, la même année. Après, il y a eu Nagrin, et puis voilà. Et à chaque fois, avant ça, il y a eu Pau. Et à chaque fois, c'est la même façon de faire. C'est une hiérarchie qui vient demander pardon. Après, on organise un match de football et puis on dit on s'est réconcilié, on passe à autre chose. Et une autre ville reprend ou un autre quartier reprend. Le mal, il est profond. Je pense qu'il faut soigner les choses beaucoup plus à la base. Sinon, à chaque fois, il n'est pas réglé le problème. Il n'est pas réglé. C'est parce qu'il n'y a sûrement pas une crise où il n'y a pas eu un seul couac avec un militaire. Donc, je ne sais pas quelle est cette façon de régler un problème. Promesse est toujours faite que les concernés seront sanctionnés. Effectivement, on l'entend. Parfois, il y a des notes qui précisent comment est-ce que les concernés seront sanctionnés. Mais ça a toujours continué. Souvenez-nous d'ailleurs que
les mutineries. On a eu des mutineries qui sont parties de ça. Quelqu'un a été, un homme de tenue a été, comment on appelle ça, emprisonné. Les autres disent qu'ils ne sont pas d'accord. Et puis c'est parti. Donc on a eu tous ces des gens qui ont perdu tout leur commerce à partir des mutineries. Mais c'est déclenché à partir de quoi? Le refus de, comment on appelle ça, d'accepter ce que le juge a dit. Donc nous sommes perpétuellement dans ça. Donc nous sommes dans l'impunité, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement sur les faits de gouvernance économique, de malversation liée à ça. Non, il y a toutes ces choses-là. Alors que ça participe de la friction de la cohésion sociale. Ça participe de ce que, entre gouvernants et gouvernés, la confiance prend un coup. Ça participe également du fait que le civil fait rarement confiance ou a peur de l'homme de tenue. Alors que quand un homme qui est en tenue arrive, il incarne la loi, il incarne la sécurité, il incarne la protection, il incarne votre défense. En principe, vous devez être rassuré. Mais vous avez peur parce que peut-être même un regard peut vous poser un problème. Et c'est difficile de construire vraiment un climat de confiance dans ces conditions. Oui, c'est difficile de construire un climat de confiance. Plusieurs civils ont été tués, d'autres blessés au cours de ces heures à Dori, dans le nord du Burkina. Ces violences qui ont eu lieu dans le quartier Petit Paris de Dori, ainsi que dans d'autres secteurs de la ville, feraient suite à l'assassinat d'un jeune soldat dans une situation non encore élucidée. Ce n'est pas la première fois, et bien là, Bougma vient de le souligner, que l'on déplore une telle expédition punitive. Il faut éviter, coûte que coûte, estime-t-on, une fracture entre l'armée et les populations au moment où on a besoin d'une saine collaboration pour lutter contre l'ennemi commun que sont les terroristes, n'est-ce pas, Geoffroy Vara? Oui, c'est déjà triste ce qui est arrivé, c'est à condamner et je pense aux civils qui sont morts et aussi aux militaires qui est mort en premier, parce que bon, je ne sais pas dans quelles conditions, certains parlent de vol, à élucider, vol ou agression, et puis les civils aussi qui sont morts après dans la répression. Quand on regarde, je ne veux pas répéter ce que Bernard a dit, ça rappelle beaucoup d'autres éléments qui sont intervenus dans des contextes pareils, où on apprend que l'un des nôtres, je parle des militaires, à essuyer une humiliation, quelquefois même, c'est pas dans des lieux indiqués, c'est dans un maquis pour des histoires qui ne sont pas intéressantes même à raconter, mais très vite, 2, 3, voilà, et après ils reviennent en dizaines, quinzaines, et ils font passer un sale quart d'heure à tous ceux qui sont là, et ceux qui sont de passage, tous ceux qui sont encore sur les lieux. C'est-à-dire que votre seule erreur, ce qui vous liera à ce qui se passe, c'est votre présence géographique, c'est-à-dire que votre présence dans ce lieu-là. Et là, vous allez subir leur courroux. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est Victor Hugo qui disait, l'avez-vous remarqué, qu'il n'y a pas plus méchant qu'une tourterelle en colère. Quand vous regardez une tourterelle, ça a l'air tellement paisible et comment dire ça, inoffensif, mais en colère, ça donne autre chose. Imaginez un homme en armes ou un homme détenu. C'est dire que la colère, ça change tout le monde. Mais quand on ne sait pas la maîtriser, ça donne ce qu'on est en train de voir. Et puis, il y a un principe aussi. Je crois que quand on vous confie la force, vous ne l'utilisez pas dans des contextes pareils. Et ça, je ne veux pas parler de formation ou de quoi que ce soit, parce que ça ne concerne pas tous les militaires, ce n'est pas tous les hommes détenus qui se comportent comme ça. C'est certains individus qui posent des actes qui salissent les autres. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est très difficile, où il y a un lien fort qu'il faut construire entre notre armée, dans tous ses démembrements, et le civil. Une vraie confiance. Parce que n'oublions pas quelque chose, là on parle de Dori, c'est des zones où le défi sécuritaire, il est important. Et donc, même pour nos hommes détenus qui y vont, ils doivent aller dans un contexte où au moins ceux qui sont là ont confiance en eux. Ils ne peuvent pas venir comme dans une bulle où ils ont l'ennemi qui cherche à les abattre et qu'il faut abattre, et une population contente de sauver, mais qui a en mémoire les incompréhensions qui sont de l'ordre de notre vivre ensemble. Donc je pense que ça, ce n'est pas bon.
ce n'est vraiment pas bon. Et ceux qui sont sortis, ils ont manqué ils ont manqué de justesse, ils ont manqué de beaucoup de réflexion avant de commencer à agir. Ils ont manqué de beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment pas intéressant. Je dis d'abord, c'est condamnable, c'est à condamner. Maintenant, on a ces cas qui sont nombreux. Le problème, c'est que même s'il y a des sanctions, quand elles ne sont pas sues, elles donnent l'impression de l'impunité. Et ça encourage aussi forcément, parce qu'on se dit, bon, écoutez, ceux-là, ils ont fait ça, où c'est allé. Quelquefois, il y a eu des décisions qui en sont sorties. Mais parce que c'est pas vraiment su, l'acte continue de donner l'impression d'impunité. Et puis aussi, on va ouvrir l'enquête, et puis bon, après, on n'en entend plus parler. Hein. Ça aussi, c'est une réalité. Mais quand on est dans ces façons de fonctionner, ça sera toujours compliqué. Ça va donner toujours des idées aux autres parce qu'ils penseront que non, on le fait et puis il n'y a rien. Mais là, c'est grave. C'est pas qu'une bastonnade, on a franchi quand même un pas. Surtout aussi avec des armes automatiques, rien n'est dit qu'ils ont tiré directement sur des gens, ça peut être des balles perdues, ça peut être des éléments, voilà. Donc, mais quand même, venir utiliser l'arme avec des civils, je ne sais pas à quoi ça répond. Oui, on ne sait vraiment pas à quoi. Et sous la colère, je ne sais pas à quoi ça répond. Oui, surtout qu'il s'agit de certains soldats, il faut bien le préciser. On a parlé dans un premier temps de 3 morts, mais le MBDHP, c'est le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, qui condamne ces événements malheureux, déplore 7 personnes tuées et de nombreux autres blessés. Bon, je dirais fort heureusement, mais vous semblez être sceptique là-dessus. Une rencontre a eu lieu, c'était le 6 avril, selon le communiqué du préfet, qui est en même temps donc le président de la délégation spéciale de la commune de Dori, afin d'apaiser, ça je cite le communiqué, et d'apaiser le climat et de préserver la cohésion sociale. Au cours de cette rencontre, justement, les responsables militaires ont fait amende honorable en présentant leurs excuses pour des actes regrettables, entre guillemets, qui ne vont plus se reproduire, entre guillemets aussi, tout en s'engageant à sanctionner les soldats impliqués dans ces violences. Vous l'avez dit, Bernard Bougma, tout à l'heure, c'est comme un éternel recommencement selon vous. Vous ne croyez pas en la sincérité de ce pardon? La seule chose que moi je crois, c'est quand ils vont organiser un match de gala pour dire qu'ils se sont réconciliés, c'est tout. Rien d'autre. Parce que ce qui s'est passé partout, c'est comme ça. Après, il y a eu match, ils ont joué ensemble, et puis ils ont scellé la paix, c'est bon. On a vu ça à Pau. Mais après Pau, il y a eu d'après. Après d'après, il y a eu des sanctions, et comme disait le juge Geoffroy Vara tout à l'heure, ce sont des sanctions qui ne sont pas rendues publiques, donc on ne sait pas qu'effectivement, il y a eu des sanctions. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de sanctions. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a eu sanctions. Mais ça se répète. C'est pourquoi j'ai dit le mal il est profond. Donc ce n'est pas lié, c'est pas l'efficacité des sanctions ici. Est-ce qu'il n'y a pas un message qui a été passé, qui est resté dans la tête, que si un civil a osé, il faut rendre la monnaie de la pièce à tout le monde? C'est la question que je me pose. Est-ce que notre armée, moi je n'en veux pas à ceux qui ont fait ça. Je pense que notre armée traîne, comme on appelle ça, ce virus-là, depuis des lustres. Et puis ça a toujours été comme ça. On peut même pas citer, il y en a à l'appel. Il y a eu cette année, ça c'était des élèves policiers, le quartier Goungé. Bastonnade aller-retour, parce que monsieur est parti, il n'a pas pu vaincre son rival, il part entre griffes d'ailleurs, il part et puis il revient. Oui, j'ai dit rival entre griffes. Il part et il revient avec maintenant des amis pour pouvoir rosser tout le quartier. Non. Et c'est resté, ça est là, ça ne change pas. En fait, c'est pourquoi j'ai dit, ça dépend de quel message aussi qui leur a été donné à la formation. Je parle de la formation, parce que qui dit formation dit formatage. On vous fait rentrer dans un système et on dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Gérer, nous allons assurer l'arrière-cour. Donc, non, je n'ose pas croire qu'à la formation, on leur dise, voilà, vous pouvez faire ci, vous avez le droit de faire ça. Au contraire, au niveau de la formation, on doit pouvoir dire aux soldats, vous êtes investis d'une mission de sécurité et de protection des populations. C'est ce qui doit se dire à la formation. Je m'interroge parce que si c'est comme ça, normalement, si un d'entre eux part dans un débit de boisson, commet des impairs et qu'il est rossé, qu'il revienne, vous lui dites, écoute, ça, on ne peut pas t'aider. On peut t'aider avec des produits, tu vas te soigner.
On peut te remonter le moral, mais on ne peut pas repartir avec toi pour frapper tout le quartier là-bas, parce que peut-être même celui qui t'a tapé n'est même plus là. Comme à Pau ou à Nagré. C'est pourquoi je me pose la question que est-ce que ce n'est pas un gène qui a été inoculé à la formation? Je me pose cette question parce que j'ai dit ça ne s'explique pas. Bon, il y a combien de civils qui sont cambriolés, qui perdent des biens, parfois des vies? Est-ce que pour autant les civils s'organisent pour une expédition punitive? Chez qui d'abord? Est-ce que vous avez pu l'identifier? Et puis les forces de défense et de sécurité nous disent quoi? Nous ne rendons justice. Pourquoi on appelle force de l'ordre, de défense et de sécurité? C'est pour ça. C'est pour qu'ils mettent de l'ordre. Oui, mais maintenant, quand il a un problème avec un civil, il règle ça lui-même. Ce qui n'est pas normal. Oui, à supposer que les agents de santé veulent en faire pareil. Les seringues peuvent faire pire que ça. Ils peuvent faire pire que les armes. Ils ne le font pas. Si chacun devait utiliser la force de son boulot, nous n'allons pas nous en sortir. Qui ne part pas là-bas pour se soigner? Donc qui aussi se lève le matin, qui n'a pas besoin de sécurité? Il n'y en a pas. Donc la vérité, c'est que chacun doit savoir qu'il vit pour l'autre et que l'autre aussi, on a besoin des uns et des autres. Mais c'est pourquoi je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas, ce n'est pas un virus inoculé quelque part qu'il faut soigner? Parce que ça continue. Les sanctions vont tomber. Ça ne va pas être communiqué. Effectivement, des gens sont sanctionnés. Mais si la sanction n'arrive pas à dissuader, n'arrive pas à faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais ça, il faut interroger pas la qualité des sanctions. Ce n'est pas l'efficacité des sanctions qu'il faut interroger. Il faut chercher le mal ailleurs et le guérir. Et c'est de ça moi je parle. C'est pourquoi je me dis, est-ce que, parce que c'est récurrent dans ce contexte de crise. C'est récurrent. Donc, c'est la question que je me pose, quoi. Donc, c'est ce qui fait que je me dis, est-ce que dans la formation, ça n'a pas été quelque part glissé dans la tête que si c'est comme ça, prouvez que vous pouvez. Mais pour les autres, même si nous allons vous sanctionner à l'intérieur, il n'y aura pas de souci, nous ferons ce que nous allons faire. Mais sincèrement, moi, je m'interroge sur ça dans ce contexte actuel où on a besoin des uns et des autres pour évoluer. Le juge Bernard Bougma qui s'interroge donc sur la formation, mais je pense qu'on aura des réponses par rapport à cette interrogation. Je pense que la formation n'est pas en cause et que c'est le fait de quelques soldats qu'il faudrait donc recadrer. Le parquet militaire n'est pas en reste. Geoffroy Vara, il a ouvert une enquête le 7 avril dernier, une enquête circonstanciée sur cette affaire, assurant les populations que toute la lumière sera faite afin de situer toutes les responsabilités et en tirer toutes les conséquences judiciaires. Oui, mais on ne peut pas ne pas dire ça, on ne peut pas ne pas enclencher cela après qu'il y ait eu des morts. Ça, ce n'est que trivial. Maintenant, est-ce que même les populations ont maintenant confiance en ces mots bien faits et chaque fois rappelés lorsqu'il y a ces mêmes problèmes? Je crois que c'est là aussi la grande question. Mais là, on est dans des cas où ce n'est pas seulement que des blessés. On a vu à Ouagadougou, c'était janvier, où les gens se sont fait bastonner parce qu'il y a un bon monsieur qui, dans un maquis, a eu une altercation avec un autre et il est parti. Quand il est revenu, c'était avec ses gars. Mais malheur en a pris puisque ils ont été eux aussi, comment dire cela, ils ont été reçus de faux belles manières. Ils sont partis, ils ont laissé même leurs engins. Certains ont été brûlés. Mais après, on a vu le communiqué qui était sorti. Le CMG avait dit quoi? Et que des mesures conservatoires ont été prises et que des sanctions vont suivre. C'est ce que j'ai dit. C'est bien la formule. Mais quand quelqu'un commet un acte comme ça au vu de tout le monde et qui est condamné par tout le monde, quand il y a une sanction, il faut qu'on le sache. Si c'est le maître 2 jours ou comment ils appellent ça dans leur jargon, moi je ne connais pas, j'ai jamais fait la formation. Si c'est le met 2 jours au violon et qu'il en ressort, demain vous le rencontrez dans la tenue et puis il vient fanfaronner devant le même maquis après avoir bastonné les gens, je ne sais pas quelle leçon vous avez donnée. Ceux qui sont là, ils ont l'impression de l'impuni.
malgré le communiqué que vous avez donné et tout. Et donc d'un soutien, d'une certaine façon. C'est une lecture que les uns et les autres vont avoir. C'est pour ça que je dis, lorsqu'il y a une suite qui est donnée, c'est bon que ça se sache. Et puis deuxièmement, pour ce cas de figure, vous parliez tout à l'heure du MBDHP. Le MBDHP a été clair. Il a demandé aux familles de prendre contact avec le démembrement dans les différentes dans cette localité-là, pour ceux qui ont perdu l'un des leurs ou bien qui savent quelque chose de la bastonnade, parce qu'ils veulent donner une suite en justice à cela, et ce qui est normal. On prend parallèle pour parallèle, quand les civils se tapent entre eux, on a vu la bastonnade avec notre cher ami Massourou Guiro. Mais attendez, c'est les forces de l'ordre qui sont allés arrêter quelques jours après les indélicats qui se sont permis de bastonner ce monsieur-là et certains de ses camarades, et on les a déposés directement à la MACA attendant d'être jugés. Vous utilisez la force pour venir prendre des gens qui ont bastonné d'autres personnes, et après vous allez utiliser cette même force-là pour venir bastonner des gens. Mais il y a quelque chose qui est illogique. Donc, il faut que la même rigueur s'applique à tout le monde. S'il dit si c'est pour le mettre au violon 2 jours, ça ne sait pas, parce que ce qu'il a posé comme acte là, il y a aussi son répondant du point de vue de la loi. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je crois aussi que c'est comme ça qu'on peut donner la leçon. On ne peut pas venir, même si on a tiré en l'air, parce que je ne connais pas les contextes encore, s'il y a eu jusqu'à 7 morts, il faut que les fautifs répondent. Ce n'est plus des cas d'égratignure qui vont cicatriser. C'est grave. Quand on les verra devant un juge en train de répondre, et si certains sont reconnus coupables et qu'ils soient écroués, je pense que dans la tête de chacun, ça reste. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et puis, au-delà de tout, regardez le contexte. C'est ça aussi qui fait que c'est difficile à comprendre. On ne peut pas être en guerre et puis avoir la force comme ça et les armes, aller les gaspiller sur des civils. Parce qu'on n'est pas content. Alors qu'on est dans un contexte où on essaie de construire un tissu important, à renforcer la confiance des populations à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose peut-être que ceux qui agissent ainsi là oublient. Quand vous finissez de poser de tels actes, comment est-ce que vous exposez vos frères d'armes? Je me demande si quelquefois cette réflexion-là elle est posée d'abord. Parce qu'après, c'est une armée qu'on présente sous un autre jour. Aujourd'hui, vous allez voir toute la presse internationale, mais la presse nationale est obligée de la relayer, la presse internationale, mais avec d'autres commentaires, qui donnent l'image d'une armée qui n'est pas disciplinée, l'image d'une armée qui se permet tout et n'importe quoi. Alors que c'est des éléments, c'est des moutons noirs, c'est des récalcitrants. Mais cela, il faut les estimer. Je crois que ça, il ne faut plus tourner avec. Je crois que quand on rentre dans cette dynamique-là, ça permet de discipliner tout le monde. Et puis ça renforce, et pour terminer, ça renforce la confiance que le civil, que le citoyen lambda a à l'endroit de son armée, parce qu'il sait que quand vous portez la tenue là, vous êtes un homme de conscience, vous êtes un homme, parce que la force, quand on vous la confie et que vous l'avez, je pense que la première des valeurs que vous devriez avoir, c'est la tempérance. Parce que si vous pouvez utiliser ça à tout va et faire ce que vous voulez, ce qui est un problème. Oui, c'est qu'il y a un problème, c'est la tempérance, et vous venez bien de le souligner. Il va sans dire en effet que ces événements ont une conséquence directe sur le vivre ensemble, alors que nous devons rester solidaires et unis avec notre armée dans la lutte contre la dégradation de la situation sécuritaire. Le président de la délégation spéciale de Dori l'a d'ailleurs réaffirmé, comptant sur la bonne compréhension de tous pour relever le défi. Voilà, on l'a dit, mais maintenant il faut pouvoir le faire. Et il faut encore recoller les morceaux entre les populations et l'armée. Les responsables de l'armée ont fait leur mea culpa, mais il va falloir effectivement poser des actes concrets pour montrer que cette récurrence qui est effective soit finalement brisée, cassée, et qu'on s'inscrive dans une nouvelle dynamique entre population et forces de défense et de sécurité. Poser l'acte concret pour qu'il n'y ait jamais ça là. C'est qu'il n'y ait plus jamais ça, c'est tout. Il n'y a pas d'acte concret à poser. Les actes concrets là, c'est ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Ils vont faire les enquêtes, ils vont sanctionner les concernés, ils vont. Le dernier acte concret, c'est un match de football. On peut trouver autre chose cette fois. Ils ne vont pas trouver, puisque dans les localités, pour dire qu'il y a eu cohésion, ils jouent au ballon ensemble.
Sauf Dori, peut-être que Dori va faire l'exception. En Agra, on n'en a pas eu, mais quand c'est dans une ville... En Agra, il y a le match aller, le match retour, ça s'est joué en même temps. Voilà, le match aller, retour, on peut organiser une journée d'échange avec les populations. Oui, ça c'est un événement. Oui. C'est de l'événementiel, c'est de l'embellie. Maintenant, il faut que dans les actes... Dans les actes là, c'est que les enquêtes aboutissent, les fautifs soient identifiés et sanctionnés comme tels, comme l'a dit Geoffroy. 2, c'est qu'il n'y a plus jamais ça dans un quartier ou dans aucune ville au Burkina. C'est tout. Je ne vois pas de façon de régler ça. Alors que ça, j'ai l'impression que c'est dans le gène de FDS. Il règle son problème lui-même, séance tenante sur place, et puis il passe à autre chose. Si tu n'es pas d'accord, voilà quoi. Donc la réalité, c'est, je m'interroge, est-ce que ce n'est pas... Je risque de me répéter, mais c'est tellement récurrent que je me pose des questions. Parce que même entre eux, quand il y a des rivalités, même entre corps, c'est comme ça ils font. On a vu les roues de la police qui ont été crevées dans le convoi du président Kaboré par la gendarmerie. Convoi officiel. Même dans ça, ils ont réglé ça eux-mêmes. Le gars, il a perforé les roues. Puis il a arrêté. Allez-y. Ça, c'est entre eux. C'est même pas d'abord entre civils, c'est d'abord entre eux, FDS, qui doivent nous protéger, nous sécuriser. Et ils disent, force reste à la loi et allez-y régler votre problème devant qui de droit. Mais ici, force est restée à la capacité de la puissance de feu du corps en face. Il a sorti son couteau, il a réglé un problème. Il attend maintenant que tu dises que tu n'es pas d'accord pour venir encore à corps. C'est ce spectacle-là qu'on a manqué. On a frôlé le pire. Certains ont eu du sang-froid. Sinon, si les éléments de la police sur cette mission également se déchaînaient, est-ce que nous allons nous en sortir? Le GSPR, on avait fait un corps mixte. Mais à un moment donné, c'était compliqué. Parce que le gendarme préfère répondre du gradé gendarme, le policier préfère répondre du gradé policier que de répondre du gradé militaire. C'était compliqué. Damébé est venu, il a réglé le problème en disant, bon, c'est devenu maintenant telle entité qui va s'occuper de ceci, telle entité, pour éviter les rivalités. Parce que c'était des sources de rivalité. Et même la réunion, pour s'entendre, il y en a qui ont trouvé le moyen de fuiter les éléments de la rencontre à la présidence. Pour une république, c'était vilain à voir. Donc c'est-à-dire que même quand eux-mêmes ils ont des problèmes entre corps, c'est ce qu'ils font. On a vu les descentes musclées entre FDS ici. Où les commissariats ont été pris pour cible par des militaires. Donc, j'ai dit le cas, jusqu'à ce qu'on arrive à un convoi officiel où on a réglé ça comme ça, corps à corps, et puis ils sont arrêtés. Ici, c'est la force du physique, de la force de l'autre corps qui a pris le pas sur le... Qu'est-ce que vous voulez? Et le civil, il est là, il est médusé, il regarde. Même pour une mission, ils ne sont pas arrivés à s'entendre. Et pour ça, ils ont réglé ça par la force de l'argument et non l'argument de la force. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ici, là, ils ont réglé ça par l'argument de la force et non la force de l'argument. Donc, déjà, entre eux, c'est ça. Et vous voulez qu'entre le civil, où il se dit que ça n'a rien à voir là, qu'est-ce que vous voulez? Donc, j'ai dit, est-ce qu'il ne faut pas interroger leur gène pour voir s'il n'y a pas quelque chose à soigner là-dedans? C'est la question que je me pose. La question demeure donc, le juge Bougman continue de se la poser, mais il est bon de rappeler que dans cette circonstance-là, nous devons nous donner la main pour avancer sur les chantiers qui nous sont communs et sur les problèmes et les défis que nous avons à relever. Nous rappelons que dans ces circonstances, tout de même, les forces de défense et de sécurité ont tenu à présenter leurs excuses à toute la population pour les actes regrettables. Rappelons également qu'ils ont voulu rassurer la population que de tels actes ne vont plus se produire. On espère que cette fois-ci, la parole sera tenue. Ils se sont engagés à contribuer aux soins des blessés et présenter leurs condoléances aux familles des disparus. Et ils se sont également engagés à sanctionner les soldats impliqués. Le défi est énorme sur le terrain. Le Burkina continue de subir ci et là les foudres des terroristes, comme récemment dans 2 villages près de Seikenga. Mais nos forces combattantes ont du répondant et infligent également de lourdes pertes à l'ennemi. Les unités du 6e groupement de l'armée burkinabé, appuyés par les vecteurs aériens, ont ainsi neutralisé. Le 9 avril dernier, indique l'agence d'information du Burkina, plusieurs terroristes aient détruit leur matériel de combat près de la frontière avec le Mali. Sur un autre plan,
l'État organise la veille au niveau des villages, notamment à travers la loi instituant les comités de veille et de développement, votée le 25 mars 2023 par l'Assemblée législative de transition. Cette loi est promulguée, Geoffroy Vara, le 7 avril dernier, par le président de la transition. Instituer donc des comités de veille et de développement au niveau des villages, ça serait aussi une manière d'amener chacun à prendre ses responsabilités et à défendre son territoire, dirais-je. Oui, c'est clair. Parce que la vérité, c'est que là où il y a l'enjeu sécuritaire, là où il y a l'enjeu de comprendre la dynamique dans laquelle le pouvoir central est, là où il y a l'enjeu de l'implication, c'est vraiment dans ces lieux qui sont beaucoup plus loin de la capitale, les villages et autres, qui sont au fond dans la lutte. Moi, je pèse le mot au fond dans la lutte, parce qu'ils sont dans la non-acceptation du terroriste qui veut qu'il soit là tranquille et que bon, ils aient un genre de comment dire ça, de base minimale de vivre ensemble et de voilà, de rester. Il y en a qui font la cassure, ils préfèrent venir dans une autre zone un peu plus sûre, attendant de pouvoir retenir. Mais ils sont tous à la lisière de cette menace qui est perpétuelle, où on vient à chaque fois les inquiéter. Donc ceux-là, il faut les organiser. Ceux-là, il faut qu'ils sachent clairement dans quelle dynamique est le pouvoir central, quelle est sa vision, comment est-ce qu'il veut y aller. Mais je pense que quand on parle le thème CVD, ça rappelle aussi les conseils villageois de développement. C'est pour remplacer d'ailleurs. Eux, ils ont été créés en 2006. On connaît un peu les trois grosses vocations de ces CVD-là. C'était de travailler aussi, d'être impliqué dans l'élaboration évidemment des plans de développement communaux, et au niveau des commissions qui sont mises en place, être aussi actifs, y prendre part, et puis travailler aussi à la vulgarisation de ce qui en sort au niveau villageois. Donc, ce qui était mis en avant et ce qui était le nœud, c'était la question de développement. On était en 2006, on n'était pas dans le même contexte aujourd'hui où ce qui est prégnant, c'est vrai que la question du développement qui est importante, mais avant tout, c'est la question sécuritaire, c'est le premier enjeu. Donc ces CVD-là, forcément, dans leur conception de conseil villageois de développement, devraient changer en mettant la sécurité quand même en son cœur. Je pense que c'est pour cela qu'en l'article 5, pour ce qui est du comité de veille pour le développement qui a été mis en place, c'est la question sécuritaire. Mais on a entendu le ministre de l'administration qui a été clair là-dessus quand même, qui a dit, ça ne veut pas dire qu'ils vont porter des armes, mais ça veut dire aussi qu'ils vont participer de façon concrète aussi à sécuriser là où ils sont. Vous savez, la sécurisation, pour moi, elle implique plusieurs dimensions. Même quand on mettait en place comment les appeler, les VDP au départ, il y avait la discussion, est-ce qu'ils seront armés, est-ce qu'ils iront au front? C'était dire non, ils n'iront pas au front, mais ils vont beaucoup travailler au renseignement. Pour dire que même la question du renseignement, c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis c'est les premiers concernés, c'est les gens qui sont sur le terrain, c'est eux qui ont le contact souvent direct avec ceux qui viennent les menacer, ceux qui viennent leur dire je vous donne 1 semaine, 2 semaines, partez, ou même qu'ils croisent quelquefois en partant prendre du bois, je parle des femmes par exemple un peu aux alentours. Donc je veux dire que ceux-là sont une niche très importante en termes d'information. C'est des choses qu'il faut organiser. Et puis c'est d'abord pour les biens. Il faut que jusqu'à ce niveau qui paraissent périphériques là, il y ait une organisation qui permette le lien jusqu'au central. Je pense que c'est ce qui est en train d'être entrevu. Doit être mis en œuvre. Voilà. Et quand vous regardez, il n'y a pas seulement que le sécuritaire, il y a aussi, comme un peu avec les conseils villageois à la développement, ils doivent aussi intégrer la vision du pouvoir central. Voilà qu'on parle d'accompagner un peu dans sa vie, dans ce qui serait implémenté par le pouvoir central sur les questions de sécurité et sur d'autres questions de développement. Je pense que c'est la question du CVD, comme on dit que c'est changé dans sa version 2006, mais intégrant maintenant l'aspect sécuritaire de façon centrale. L'aspect sécuritaire donc qui prend le dessus et qui devient notre plus grand défi commun. Et en effet, ces nouvelles organisations civiles et apolitiques remplacent les conseils villageois
villageois mis en place depuis 2006, c'est ce que vient de dire le juge Geoffroy Avara. Ils doivent promouvoir l'action citoyenne, mais aussi servir de relais à la politique du gouvernement, y compris en matière de sécurité. Et comme le stipule l'article 5, ces communautés devront contribuer à la défense du territoire dans chaque secteur et village où ils seront installés. Nous en avons besoin de ces comités de défense. Ils doivent pouvoir jouer ce rôle au niveau de chaque entité villageoise, de chaque petite localité, pour sécuriser finalement l'intégralité du territoire. Ah oui, je pense que c'est une version, je ne sais pas s'il faut dire améliorer ou pas pour ne pas frustrer les Sankaris Bontin, mais bon, c'est des CDR type Traoré. Voilà, donc c'est qui revient d'une autre, qui revient autrement, avec certainement de la mission qui a été ajoutée, une tentative d'améliorer l'existant, mais bon, on change la dénomination, mais bon, c'est à peu près la même chose. Maintenant, c'est le fonctionnement à voir, et puis comment est-ce que ça va être mis en place, qui va superviser, est-ce que c'est le haut-commissaire qui supervise ou bien c'est le maire, parce que pour les CVD, c'est le maire qui préside l'élection. Mais maintenant ici, est-ce que ça va être le haut-commissaire ou ça va être toujours les maires qui vont superviser, parce que l'élection du maire, lui, il est supervisé par soit le préfet ou le haut-commissaire, mais quand il s'agit du CVD, c'est... Voilà. Donc, ce qui a été donné de voir. Naturellement, c'est quand un pays est en crise, il s'organise. Et les grands pays qui se sont relevés, les pays qui se sont relevés, grands, sont passés par l'organisation à la base, l'organisation des citoyens, pour la contribution à la veille citoyenne, la contribution au développement. Et ça, c'est un aspect très important. Maintenant, c'est la qualité des membres, je dis bien, qui fera la qualité de ce comité de veille. Il n'y en aura pas plus que cela. Les CDR, au niveau de quand les CDR existaient au Burkina, il y a eu des, comment on appelle ça, des heures de gloire. Il y a eu des faits positifs, mais aussi il y a eu des faits négatifs. En fonction de la qualité des cadres CDR, en fonction de la qualité de ces messieurs ou de ces dames qui géraient ces situations-là. Et ici, nous sommes effectivement dans le même contexte. Maintenant, c'est qu'ici, ils ont mis le politique de côté. Vous ne pouvez pas, si vous êtes militant d'un parti politique, vous ne pouvez pas être dans les instances. Donc vous ne pouvez pas être dans les instances qui vont diriger ces comités-là. C'est des précisions pour se garantir d'un minimum de neutralité. Voilà. La politisme, je ne crois pas trop, mais de neutralité par rapport à l'essence qui va diriger. Et c'est bien. Je dis maintenant, ça va dépendre de la mission qui va être donnée, ça va dépendre de la qualité des hommes. Parce que quand on lit certaines dispositions... Par rapport à ce que vous dites, peut-être qu'il y a une nuance. On dit que pour en faire partie, les habitants ne devront être ni faire partie des instances dirigeantes d'un parti politique, ni candidat à une élection, l'adhésion étant basée sur le bénévolat. Donc moi je comprends par là que tu peux être militant d'un parti, mais tu ne dois pas être dans l'instance dirigeante de ce parti. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être dans l'instance dirigeante du comité. Non, la précision, c'est vrai que Bernard a dit que vous ne devez pas faire partie d'un parti politique. Vous pouvez être militant d'un parti politique. Voilà, si vous êtes dans l'instance dirigeant du parti politique, il y a problème. Vous ne pouvez pas. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est cette nuance-là, effectivement. Mais maintenant, quand on regarde certaines dispositions, il peut y avoir des abus. Si ce n'est pas très bien compris, si ce n'est pas très bien... parce qu'ils ont un pouvoir de contrôle quelque part. Je ne revois pas l'article, mais c'est comme s'il y avait un pouvoir de contrôle sur certains aspects, comme c'est un comité de veille, donc de sécurisation ou de développement. Mais maintenant, on leur a également permis de concocter des projets d'envergure, des projets de développement. Ça rejoint l'initiative des CVD. La question aussi, c'est comment est-ce qu'on les finance, jusqu'où peut aller leur autonomie pour aller chercher de l'argent pour développer une localité donnée. Vous avez un président du comité de veille qui a avec lui des membres qui sont très compétents, qui sont techniquement compétents, qui ont des entrées, où ils peuvent avoir effectivement des fonds pour venir
conduire des projets d'envergure. Est-ce que cela leur est permis? Est-ce que cela leur est permis? Ou bien, comment est-ce que... Si aussi c'est pour les... Et puis c'est bénévolat comme toute association. Et si c'est pour fonctionner comme les CVD qui attendent des petites parts et tout, c'est beaucoup plus l'aspect veille qui va être mis en œuvre. Mais maintenant, comment est-ce qu'on organise également d'ailleurs cette veille? Mais c'est très important que dans notre crise, on ne peut plus vivre comme on le faisait. Ailleurs, les gens se sont organisés. Vous venez vous intégrer le quartier, vous êtes rapidement repéré. Tout le monde, il y a une organisation qui existe, ce qui fait que l'on sait d'où vous venez, quel boulot vous faites, et puis c'est encore plus facile. En ce moment aussi, ces personnes-là ont la légitimité de venir toquer à votre porte pour dire vous venez d'arriver dans le quartier, on a des fiches d'identification et nous voulons que vous identifiez. Sinon, vous allez le faire comment? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander ça à un voisin qui vient d'arriver. Il faut peut-être instaurer cela. C'est-à-dire qu'il faut quand même repérer les nouvelles personnes qui arrivent dans une localité pour savoir d'où ils viennent faire quoi, etc. Il faut recréer un certain nombre de contraintes, si vous voulez, pour améliorer le vivre ensemble. C'est ça, voilà. C'est pourquoi j'ai dit, mais ça va demander, j'ai dit bien, une très bonne organisation. Et j'ai dit, c'est la qualité des membres, et c'est ça qui va faire la différence. Parce que pour les questions de veille, les questions de surveillance, les questions de renseignement, si au niveau population, les choses sont très bien organisées, ça roule. Parce que chacun est responsable non seulement de sa sécurité, mais devient responsable aussi de la sécurité du quartier, de son voisin, parce qu'il sait que si la sécurité est ébranlée, lui aussi ça va le toucher. Donc c'est de faire comprendre tout cela. Mais si on n'a pas effectivement des membres de qualité, je crains que ça ne marche pas. C'est juste une crainte. Mais là, ça demande effectivement comment on appelle ça, un travail de fond à faire. Mais ça demande, j'ai dit bien, une très bonne organisation. Bon, c'est même précisé que, bon, là je pense que j'ai répondu, ma question a été répondue à partir de l'article 17, dit que le comité de veille de développement sont sous la tutelle administrative du ministère en charge de l'administration territoriale et sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Donc, qui dit administration territoriale par des autorités déconcentrées et des autorités décentralisées. Oui, en effet, il va falloir donc travailler sur la mise en œuvre. Tout est bien sur le papier, mais il faut encore réaliser ou transformer l'essai sur le terrain. Et ce qui est important aussi, c'est que ces comités de veille doivent travailler à reconstruire le vivre ensemble qui a mal. On a parlé de cette situation à Dori tout à l'heure. Donc, travailler à contribuer au vivre ensemble par des travaux d'intérêt commun, dit le texte, servi de relais au projet de l'État et veiller à une gouvernance saine, notamment contre la corruption. Geoffroy Vara, pour terminer cette audience. Oui, c'est là où je suis d'accord un peu avec Bernard. Il y a un genre hybride, une grosse mixité. Vous avez un peu du conseil villageois de développement, avec la question du développement qui est centrale, mais vous avez aussi un peu de CDR, avec l'option de la préservation d'aspects politiques, donc avec des projections, évidemment, des enjeux sur le plan social. Quand vous regardez, il y a un peu de cela, parce qu'ils se doivent aussi de veiller à une gouvernance saine sur les questions de corruption aussi. On attend leur implication, servir de relais au projet de l'État. Maintenant, il y a la question aussi des travaux d'intérêt commun. Là, on est sur les questions sur les questions de développement. Mais sur d'autres questions, on est un peu dans la préservation d'éléments politiques et sociaux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un genre de mix quand vous regardez au fond. Mais c'est normal parce que le contexte aussi, c'est une guerre. Il faut l'amener jusqu'au bout des doigts. Et au bout des doigts, c'est ces villageois, c'est ce comité-là qu'il faut savoir organiser. Je pense que c'est ça. Et comme vous savez, le principe aussi, c'est que ça a commencé avec décembre, lorsque le président Ibé lui-même discutait avec les OSC. Le président Ibrahim Traoré, il discutait avec les organisations civiles. C'est là à germer cette idée-là. Mais derrière aussi, c'était de répondre au cas où aux velléités de stabilisation de la transition. Voilà pourquoi il y a les aspects aussi politiques qui sont derrière. Et ça s'organise jusqu'au niveau villageois. Et c'est ce qui est en train d'être mis. Donc, permettre à ce que la vision
au niveau du pouvoir central se répercute jusqu'au niveau villageois et que cela soit promu, c'est un peu ça, mais en même temps aussi travailler à être ces agents de veille-là sur les questions de sécurité et allant jusqu'à la question de corruption. Maintenant, quand on parle des questions de corruption, ce sera quoi? Ce sera des dénonciations qui seront faites. Comment ça va se passer? C'est pour ça que j'ai dit il y a un genre de mix où vous voyez un peu du CDR, vous voyez un peu du comité vraiment villageois sur la question essentielle du développement. Il faut travailler sur les mentalités, travailler donc sur les comportements pour changer la donne, amener chaque village à être autosuffisant aussi, vivre en bonne intelligence, toutes les populations, mais défendre aussi ces territoires-là qui sont les villages, les différentes localités, afin que finalement, petit à petit, on arrive au plan national à une situation enviable. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. Nous espérons avoir des voix autorisées pour nous expliquer davantage les tenants et les aboutissants de cette nouvelle initiative institutionnalisée, donc bonne sur le papier, mais on verra comment ça sera au niveau de la mise en œuvre. Cette audience donc s'achève et elle a évoqué le vivre ensemble au Burkina, notamment avec cette expédition punitive de certains militaires à Dori, mais aussi avec la promulgation de la loi portant institution des comités de veille et de développement. Merci, juge Bernard Bougman. Merci, président. Merci, juge Geoffroy Varane. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades, et prenons soin les uns des autres, en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.